Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des Mâchoires de la Peur, scénarisé par Jérôme Ouibon, dessiné par Tony Cittadini, le tout édité chez Huggin et Muggin. Bon, je vois que tu es bien installé, alors profite et laisse-toi tenter par les Mâchoires de la Peur, je vais te mettre en appétit. Les Mâchoires de la Peur racontent les coulisses du tournage des Dents de la Mer de Steven Spielberg qui a été tourné sur l'île de Martha's Vineyard en 1974. Ce roman graphique nous offre un aperçu des défis et des moments clés du tournage, tels que les requins défectueux, les tempêtes à répétition ou les tensions qu'il pouvait y avoir sur le tournage entre certains acteurs. Cette BD, ou roman graphique, appelez-le comme vous voulez, est un récit d'aventure qui plonge le lecteur au cœur de la création d'un film qui a transformé l'histoire du cinéma. Savais-tu, mon cher Fred, que les Dents de la Mer sont basées sur la nouvelle Jaws du journaliste Peter Benchley? Oui, je le sais. Mais savais-tu que tout est parti d'un article de journal qu'il a lu en 1964 et qui parlait d'un pêcheur ayant capturé un requin de 2 tonnes au large de Long Island? Je m'en fous. Dès lors, Peter se passionne pour les histoires d'attaques de requins, dont celles qui défrayèrent la chronique, en 1916, sur la côte est des États-Unis. Non mais Bob, je t'ai pas invité pour que tu me parles de ça. Non mais d'accord, mais la véritable histoire est intéressante, et je me propose de l'aborder séance tenante. Bon d'accord, mais fais concis. Le 1er juillet 1916, Charles Van Sant, un jeune homme en vacances, est attaqué par un requin à Beach Haven, une station balnéaire de l'île de Long Beach, dans le New Jersey. Il décède en quelques minutes de ses blessures, mais ce fait divers ne fait guère de bruit, et c'est bien qu'il restera discret à la page 18 du New York Times. On ne parlera même pas d'un requin, car le titre annonce que c'est l'attaque d'un poisson. Les autorités préfèrent étouffer l'affaire pour ne pas effrayer les touristes. Ça vous rappelle pas quelque chose? Écoutez, nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital. Votre saison d'été, si ce vous sera un interdisez four vos tant que plages, j'aurai pas réglé ce nous problème. devons non seulement interdire les plages, mais engager quelqu'un pour tuer le requin. Cette attaque sera suivie par celle de Charles Brooder à Spring Lake. 5 jours plus tard, une autre station balnéaire située à 72 km au nord de Beach Haven, lui aussi mourra de ses blessures. Non mais ok, c'est intéressant, mais moi j'aurais préféré qu'on parle du bouquin. Oui, bah il est bien ce bouquin, hein. Mais écoute plutôt la suite de mon exposé qui, je suis sûr, va te sortir grandi intellectuellement. T'es pas obligé d'être désagréable, hein? Les attaques du New Jersey vont bénéficier d'une couverture médiatique sans précédent aux États-Unis et créer peu à peu une panique liée à la peur des requins. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. C'est surtout après la seconde attaque contre Charles Brooder que le phénomène médiatique se déclenche. La plupart des journaux américains, comme le Boston Herald, le Chicago Sun-Times, le Philadelphia Inquirer, le Washington Post ou le San Francisco Chronicle relayent de l'information en première page. La panique s'installe et le taux de baignade baisse de 75% dans certains endroits. Dans le New Jersey, la baisse de fréquentation touristique due à la panique engendre une perte de 250 000 $. Et en roubles, ça fait combien? 250 000 roubles. Hein, tant que ça? Sinon, ça fait quelle somme aujourd'hui en comptant l'inflation? À peu près l'équivalent de 5 millions de dollars en 2011, mais pour aujourd'hui, j'en sais rien avec la bourse qui s'affole, tout ça, enfin... Bon d'accord, mais on pourrait peut-être revenir au livre. Oui, on pourrait, mais laisse-moi finir. Les attaques ne s'arrêtent pas là. Le 12 juillet, 3 garçons sont attaqués dans la crique de Matawan, une ville se trouvant à 16 km à l'intérieur des terres, entraînant la mort de Lester Stilwell et Watson Fisher, et blessant Joseph Dunn. Les événements tragiques du New Jersey furent le prétexte à l'une des plus intensives chasses destinées à capturer le responsable des carnages. À l'époque, les habitants et les médias se livrent à une véritable chasse aux monstres, avec des filets métalliques, des primes, de la dynamite. Ouais, c'est les Américains, hein, ils réfléchissent pas trop non plus. Le 14 juillet 1916, un taxidermiste appelé Michael Schlesser capture un requin de 2,30 m et de 147 kg, identifié comme étant un grand requin blanc, dans lequel on retrouve 6 kg de restes humains. Après cette capture, les attaques cessent et l'animal est alors identifié comme l'auteur des attaques du New Jersey. Eh bien merci pour toutes ces précisions, et à présent, parlons du livre. Quel livre? Scénaristiquement parlant, dès qu'on a ce joli bébé entre les mains, on ne peut pas s'empêcher de penser au BD Les Guerres de Lucas, qui dévoile aussi les coulisses d'une célèbre trilogie de science-fiction. Au travers du scénario de Jérôme Ouibon, on s'aperçoit que, au fil de la lecture, le tournage s'est déroulé sur toute l'année 1974 et le film est sorti un an après, en 1975. D'ailleurs, l'année dernière, pour la petite anecdote, le film a fêté ses 50 ans. Combien? Au travers de l'histoire de Jérôme Ouibon, on va s'apercevoir que le film Jaws, donc Les Dents de la Mer, est considéré comme le premier blockbuster moderne
Et il a aussi marqué le début de l'ère du marketing massif autour des films. La BD Les Mâchoires de la Peur ne révolutionne en rien le genre, mais elle égrène au fil des différentes pages les différents aléas que l'on connaît, notamment les animatroniques qui rendent l'âme en mer, les systèmes de pneumatiques qui sont corrodés par l'eau salée, les différentes tempêtes, les journées perdues, les plongeurs qui vont récupérer des carcasses de caméras qui ont été englouties, la pression qui émane du studio à cause des dépassements répétés du budget. Mais au-delà de tous les aléas qui ont marqué le tournage du film Jaws, les auteurs nous montrent aussi les solutions qui ont été apportées, notamment avec l'idée ingénieuse de filmer au ras de l'eau pour simuler le regard du requin, les tonneaux qui sont utilisés vers la fin du film, ou encore l'idée ingénieuse de suggérer le requin sans jamais le voir pendant toute une grosse partie du film, sauf à la fin évidemment. Et toutes ces astuces qui ont été trouvées vont finir par forger l'angoisse hitchcockienne du film. Autre aspect intéressant de la BD de Gibbons et qui fait le sel de l'album, sel, mer, t'as pigé ? Arrêtez ! Qu'on va ressentir les doutes de Spielberg, on va vivre les différentes disputes qu'il va y avoir pendant le tournage, on va savourer aussi les anecdotes qui sont éparpillées au fil du scénario, et on a une impression en fait, c'est que on va faire partie, au fur et à mesure de la lecture, on fait partie du tournage de Spielberg. Gibbons, avec son scénario, il retranscrit toute la dramaturgie humaine qu'il y a sur ce tournage, puisque on va ressentir la fatigue de l'équipe, les différentes oppositions entre certains membres de l'équipe ou des acteurs, notamment Shaw et Dreyfus, qui ne pouvaient pas du tout se voir en peinture. Et Gibbons va mettre un point d'honneur à nous faire part des oppositions qu'il pouvait y avoir au sein du studio entre les détracteurs du film et ceux qui voulaient le voir terminé et le faire sortir sur grand écran. C'est vraiment très intéressant ce que tu racontes, mais l'histoire que je vous ai narrée tout à l'heure n'est pas terminée. Procédez mon bon, procédez, mais fis ça. En 2002, le National Geographic Society a remis en cause la conclusion selon laquelle le grand requin blanc pêché par Michael Schlesser fut l'auteur des attaques du New Jersey, notamment celle de Matawan. Car les attaques opérées à 16 km de l'océan, dans une rivière d'eau douce, ne peuvent être véritablement imputées au grand requin blanc, car celui-ci est une espèce océanique, incapable de vivre très longtemps dans l'eau douce et tiède des rivières. Le coupable des attaques de Matawan serait plutôt le requin bulldog, connu pour ses attaques répétées envers l'homme et pour ses capacités à vivre aussi bien dans l'eau salée que dans l'eau douce. On en retrouve même dans le lac Nicaragua. Le requin bulldog est l'un des requins les plus souvent impliqués dans les attaques contre l'homme et souvent le principal responsable des attaques qui se déroulent dans les fleuves. En outre, il est présent le long des côtes du New Jersey. Ok, mais du coup, est-ce que tu voudrais bien nous parler du bouquin à présent ? Parce que tu croyais que j'avais fini. Bah oui, je l'espérais un peu. La thèse du requin vagabond est aussi remise en question. Certains spécialistes, comme Richard Fernicola, estiment que les attaques du New Jersey ont pu impliquer plusieurs requins, arguant le fait que cette année-là, de nombreux requins ont été repérés près des côtes. Il parle même d'une année d'un requin. Quant à Richard Ellis, dans son livre Book of Sharks, il estime que la thèse du requin vagabond est surtout le fruit du sensationnalisme et qu'il est possible que plusieurs requins aient été la cause des événements. Il pointe de nombreux détails qui soutiennent la thèse de la présence de plusieurs requins. La distance relativement importante entre les lieux d'attaque, plus de 110 km entre Beach Haven et Matawan, le fait que les deux premières attaques ont été opérées dans l'océan et que la troisième ait été opérée dans une rivière, et puis le fait que les blessures infligées sur les 3 victimes semblent indiquer au moins 3 requins de tailles différentes. Eh bien, je pense que ton explication était intéressante. Ah, tu vois. Et moi, ça me suffit. Oui, bah moi ça me suffit pas. Figure-toi mon cher Fred que Richard Ellis émet l'hypothèse que 3 espèces de requins peuvent être impliquées dans les attaques du New Jersey. Le grand requin blanc, le requin bulldog et dans une moindre mesure le requin tigre. Mais le mal était fait dans l'esprit du public. Et puis le roman de Peter Benchley sort en février 1974. Jaws se vendra à 9,5 millions d'exemplaires aux États-Unis et à 20 millions dans le monde. L'adaptation en film de cette histoire par Steven Spielberg finira d'installer la peur du requin dans l'esprit de quiconque trempe ses pieds dans la mer.
les événements dramatiques de 1916 ont sombré dans l'oubli, jusqu'à ce que l'historienne Rachel Lee Perez leur redonne vie dans un ouvrage intitulé The Real Jaws. On y découvrira les troublantes similitudes entre les faits et l'intrigue du roman de Peter Benchley, adapté en 1974 par Steven Spielberg. Même nombre de victimes, même inaction des autorités, même climat de panique. La frontière entre fiction et réalité s'estompe. Aujourd'hui encore, l'image du requin comme prédateur méthodique persiste. Pourtant, selon le Florida Museum of Natural History, le risque d'être attaqué est estimé à 1 sur 4 millions. Ce sont au contraire 100 millions de requins qui sont tués chaque année par l'homme. Une asymétrie glaçante et scandaleuse, nourrie par la fiction autant que par l'histoire. Allez, concernant les dessins, bon, visiblement la couverture indique vraiment de quoi on va parler. C'est le tournage des Dents de la Mer. Bon. Côté dessin, Tony Cittadini, il adopte un parti pris cohérent. De premier abord, on a une seule palette de couleurs, assez restreinte, et qui donne un aspect d'archive retravaillé. Bleu-vert pour les scènes de plateau, et le rouge quand on bascule dans la pellicule du film. J'ai trouvé que les dessins dans leur globalité n'étaient pas trop aboutis. On oscille entre lignes claires documentaires, décors etc. Et les dessins est un peu plus nerveux pour les personnages. Je dirais pas que c'est dessiné avec le cul, mais le trait de Cittadini ne m'a pas plus touché que ça. Je m'attendais, au vu du sujet, à un dessin plus élaboré. Et toi, Bob, t'en penses quoi du dessin ? Ouais, pareil, hein. Rien à foutre de tes conneries, là. Comme toi. Eh bien, sur ces bonnes paroles, vu qu'on peut rien tirer de l'autre con... Eh oh, je t'entends, là. Je sais bien. Étant un fan absolu du film Jaws, j'ai tout de même apprécié ce roman graphique, même s'il n'atteint pas le niveau et l'intensité dramatique des Guerres de Lucas. On a parfois l'impression, en lisant les Mâchoires de la peur, d'avoir un simple catalogue d'anecdotes. Malgré tout, il nous permet d'apprendre ou de se rappeler certains événements de la création du film. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné quand même envie de lire Les Mâchoires de la peur pour vous replonger dans le contexte de la création du film des Dents de la Mer. Je voudrais remercier infiniment Bob Zombie d'avoir participé à cette vidéo. C'était un véritable plaisir de travailler une nouvelle fois avec toi. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Oui, finalement, c'est pas mal, hein. C'est dessiné avec le cul, mais c'est pas mal. Faudrait que t'en fasses une vidéo, Fred. Non mais il est complètement con. Il est con. Y a pas à dire. Il est con.